En fait, alors qu'on soit bien clair, c'est ce que je vous avais dit d'abord d'ailleurs au téléphone, hein, pour avoir fait un livre entier sur le personnage, ma question n'a jamais été de dire que Louis XVII était un roi qui n'avait pas existé. Ce que je voulais dire par là, c'était plutôt que c'était un roi dont finalement, qui lui-même n'avait pas régné, et dont les partisans ont en partie imaginé ce que pouvait être le règne, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Alors, du coup, j'ai un tout petit peu modifié, effectivement, et surtout, mais on va retrouver cette idée de l'image, quand même, de cet enfant roi. Mais ce qui m'intéressait dans ce dont je voudrais parler aujourd'hui, en insistant sur la notion de règne, c'est justement d'interroger ce qui faisait le règne de Louis XVII. En quoi, finalement, cet enfant, enfermé au temple, maltraité, a vraiment régné, parce qu'il y a quelque chose là-dedans qui est paradoxal. Et pour ouvrir mon propos, compte tenu du lieu dans lequel nous nous trouvons, vous allez voir que on ne peut plus à propos, justement, je voulais faire un petit détour par la fiction. En 1800, il y a un ouvrage qui circule en France et qui inquiète beaucoup les autorités du consulat, qui s'appelle Le cimetière de la Madeleine, qui a été publié, écrit par Jean-Jacques Regnault-Varron. Alors, il s'agit en fait d'un roman gothique sentimental, mais un roman gothique sentimental un petit peu particulier, puisqu'il relate, donc sous une forme à la mode, les malheurs de la famille royale au Temple, et en particulier du jeune Louis XVII. Alors, c'est un ouvrage qui a beaucoup plu à l'époque parce qu'il se présentait comme... Alors, c'était un roman, mais un roman qui se voulait vrai. Donc, il se présentait, n'hésitez pas à présenter des documents originaux, qui sont des faux, mais qu'il présentait comme originaux. Et donc, pour tous les lecteurs, la frontière entre ce qui était vrai et ce qui ne l'était pas, à une période en 1800 où les gens qui avaient accès à ce livre n'étaient pas bien informés encore de ce qui s'était passé au Temple, était extrêmement flou. Et dans cette histoire, Regnault-Varron raconte que le jeune fils de Louis XVI parvient à s'échapper du Temple grâce à un envoyé de Charette, donc, qui s'appelle Felzac, et cet envoyé de Charette réussit à faire s'évader le jeune Louis XVII en le plaçant dans un cheval de bois, qu'il était censé avoir réussi à faire pénétrer au Temple grâce à la complicité de certains municipaux qui gardaient le prince. Et donc, il met un autre enfant à la place du prince, qu'il drogue pour qu'on le retrouve endormi, il prend le prince, il le met dans ce cheval, qu'il remet dans une panière, et tous deux sortent donc du temple. Et Felzac emmène le jeune Louis XVII en Vendée. Et je voudrais vous lire l'arrivée en Vendée telle que décrite par Regnault-Varron. Donc on est en 1800. En peu d'heures, nous arrivâmes à Fontenay, occupés par le quartier général de l'armée catholique et royale, auquel j'avais dépêché un courrier. La garnison était sous les armes, de toutes parts retentissait le bruit d'une canonnade d'allégresse. Charette, accompagné de ses généraux, vint recevoir le jeune roi et déposer au pied de sa majesté le glaive tiré pour sa querelle. Charles, alors il l'appelle tantôt Louis, tantôt Charles, c'est un peu étrange. Ah, une belle reproduction du buste de De Seine. Donc, Charles, prenant ce fer, s'empressa de le remettre dans le fourreau, et dit avec autant de grâce que de sensibilité: je l'aime mieux là. Le général répondit qu'il était prêt à tout faire pour qu'il n'en sortît tout juste. Le soir, il y eut une illumination universelle, et le jour d'ensuite fut fixé pour l'inauguration du nouveau monarque. Cette cérémonie eut lieu, en effet, et fut célébrée dans l'église paroissiale de Fontenay. Le procès-verbal du sacre administré au fils de Louis XVI par l'évêque de Saint, je ne précise pas le nom, dans la tour du Temple, avait été envoyé à Charette et fut lu par ce chef des insurgés. Le nouveau potentat prêta serment aux constitutions de l'État et reçut celui des personnages désignés pour représenter les ordres. D'abondantes distributions en argent et en comestibles, une nouvelle illumination, des danses prolongées fort avant la nuit terminèrent cette solennité. Louis fut logé dans le château avec sa gouvernante, quelques personnes de confiance et nous. La garde de sa personne fut remise à une nombreuse et vaillante division de l'armée, de laquelle chaque soldat, fortement convaincu que dans cet enfant il possédait le palladium de la Restauration, n'hésita point d'en répondre sur sa tête.
Alors c'est une scène qui est complètement inventée, naturellement, beaucoup de détails ne cadrent pas du tout avec les faits historiques, hein, notamment Fontenay. A priori on est à l'hiver 95, bon. mais peu importe, cet extrait est très intéressant à bien des égards. D'abord parce qu'il nous permet une plongée dans l'imaginaire des royalistes de 1800. Ce livre a été écrit par un royaliste pour un lectorat, a priori acquis à sa cause. Et on voit déjà l'importance de Charette. Charette comme principal défenseur de la royauté. Là, c'est très clair, dans l'imaginaire tel qu'il est figé à ce moment-là, c'est déjà quelque chose qui est bien acté. Et puis, bien évidemment, on voit ce personnage de Louis XVII qu'on imagine littéralement en majesté. Regnault Varin imagine déjà qu'il a été sacré dans le temple, ce qui bien évidemment n'a jamais été le cas. Ce qui est intéressant aussi parce que ça veut dire que d'une certaine façon, dans les mentalités populaires françaises, encore au XVIIIe siècle, le sacre continue à faire le roi. Et donc, justement, j'évoquerai ces nombreuses estampes de Louis XVII en sacre, en costume de sacre, parce que, comme si finalement, il fallait que la royauté se matérialise. Et finalement, le sacre, ça matérialise. Le petit Louis XVII ne peut vraiment être roi qu'une fois qu'il est sacré. Et puis, on voit bien en fait cette réunion autour d'un roi qui est célébré comme celui qui va ramener la prospérité dans le pays. Bon, ce roman prend bien des libertés donc avec la réalité, mais il n'est pas survivantiste, c'est-à-dire qu'il ne considère pas qu'il y a eu de survivance de Louis XVII, puisqu'il se termine bien sur sa mort, c'est-à-dire qu'en dépit du fait qu'il soit sorti du temple, il est repris par les troupes, par les républicains, et il finit dans une prison, mort de maladie, semblerait-il, en fait, il meurt très rapidement. La mort est d'ailleurs assez étrangement détruite. Il est emprisonné et il semble en fait mourir du chagrin d'être de nouveau repris. Donc, je voulais faire ce détour par ce roman parce que je le trouve vraiment très très intéressant pour montrer ce que pouvait être Louis XVII aux yeux des royalistes encore en 1800. Il y a bien un règne de Louis XVII qui a été éphémère, qui a été contrarié, mais qui a existé. Et c'est en fait la réalité de ce règne sur lequel je voudrais revenir ici. Avec donc trois parties. Donc, dans un premier temps, revenir sur ce qu'est sa royauté du point de vue dynastique. Donc, je vais revenir tout simplement rapidement sur son enfance, sur les différentes étapes, jusqu'au temple et à la mort de son père. Dans un deuxième temps, j'aborderai la question du roi et de ses sujets. Alors rapidement, parce que je ne pourrais pas évoquer tout le monde, l'idée c'est d'essayer de retrouver comment matériellement, finalement, ce règne se retrouvait parmi les royalistes de cette époque. Et puis, dans un troisième temps, je voudrais justement montrer comment ce roi, en dépit de tout, a été représenté en majesté. Comment, pour les partisans de la royauté en pleine révolution, et je vous rappelle que quand il meurt le 8 juin 1795, le régime, c'est encore la Convention, on est encore sous la Convention thermidorienne, donc même un peu adouci après les purges, on reste quand même, le gouvernement français reste républicain et très républicain, pas parmi les républicains les plus modérés. Alors, d'abord, un roi au regard des règles dynastiques. Donc, je voudrais revenir sur qui était ce jeune Louis XVII, même si j'imagine que, bien évidemment, je ne dévoile pas de grands mystères. Alors, je repars de ce portrait très connu de la reine avec ses enfants, Marie-Antoinette d'Autriche-Lorraine avec ses enfants. Donc, le futur Louis XVII, c'est le petit enfant qui est sur ses genoux. Le portrait date de 1787. Louis-Charles de France, titré duc de Normandie, né en 1785. Donc il naît en 1785, il est le troisième d'une fratrie qui comptera jusque 4 enfants, avec la petite Madame Sophie qui meurt à peine 1 an. Et on voit sur le tableau donc sa sœur aînée, Madame Royale, Marie-Thérèse de France, qui est née, elle, en 1778, et puis son frère aîné, Louis-Joseph, qui lui est né en 1781. Donc, quand Louis-Charles naît, normalement, il n'est pas censé régner, c'est un cadet. Et rien ne laissait présupposer que d'une manière ou d'une autre, il serait amené à accéder au trône.
Alors, le premier changement dans la vie de cet enfant date du début de la Révolution qui concorde en réalité avec la mort de son frère le dauphin, puisque le dauphin meurt au début du mois de juin 1789. Donc à partir de ce moment-là, Louis Charles devient dauphin de France, à la place de son frère. Alors il devient dauphin de France dans des circonstances qui sont quand même très particulières, puisque peu à peu, les États généraux qui se transforment en l'Assemblée nationale, et cette Assemblée nationale a décidé de changer de régime et d'instaurer une monarchie constitutionnelle. Donc il n'est pas dauphin très longtemps. Assez vite, son titre officiel devient celui de prince royal. Donc il y a un changement de statut de l'enfant, et déjà à ce moment-là, une certaine forme de popularité de presque tous les bords politiques. C'est-à-dire que pour les uns, il pourra poursuivre ou reprendre l'œuvre de son père en rétablissant une monarchie plutôt traditionnelle. Pour d'autres, à l'inverse, il est l'espoir d'une évolution du régime vers une monarchie définitivement constitutionnelle. Donc tout le monde en fait s'intéresse à cet enfant parce qu'il est porteur de l'avenir de la France. Et il y a une espèce de dispute, pourrait-on dire, entre Louis XVI et l'Assemblée législative pour l'éducation du jeune prince, savoir qui va l'éduquer, parce que selon la tonalité d'éducation qu'on va lui donner, il basculera soit du côté plutôt des partisans d'une monarchie. Alors je ne dis pas absolue parce que ça ne veut pas dire grand-chose, et parce qu'en 1789, tout le monde est d'accord sur le fait que la monarchie telle qu'elle fonctionnait jusque-là, il faut la réformer. Là, il n'y a pas de... C'est simplement, après, c'est dans quelle mesure faut-il la réformer et sur quel point. C'est là-dessus que le débat porte. Donc disons sur une monarchie de type plus traditionnel, pour ne pas rentrer dans les détails, plus liée à l'Église, plus avec une place plus grande de l'aristocratie, enfin de la noblesse au sein du régime, ou alors une version plus égalitaire, plus démocratique. Et puis avec tout le panel intermédiaire qu'on pouvait encore imaginer à ce moment-là. Donc, il faut savoir que cette idée d'un prince de ce prince comme espoir du futur de la France persiste très longtemps, puisque encore le 10 août 1792, au moment où les Tuileries sont prises d'assaut par les patriotes républicains, donc les plus avancés des révolutionnaires, l'Assemblée législative prend comme première décision de nommer un gouverneur pour le jeune prince et en fait appelle à une régence. Donc on voit encore le 10 août, la première solution envisagée, c'est la régence. C'est pas directement la République. En fait, c'est la pression ensuite des révolutionnaires dans la rue et de la Commune de Paris qui amène l'idée de l'emprisonnement du roi et de sa famille au Temple. Et c'est effectivement à la suite du 10 août 1792 que le jeune prince est enfermé dans le donjon du Temple. Alors, je remonte parce que pour le coup c'est un monument qui a disparu mais dont on a beaucoup de traces encore aujourd'hui. Donc là on en voit une vue qui date du début soit de l'Empire, soit du Consulat, en tout cas du tout début du 19e siècle, avec ici un bâtiment qui est intéressant, qui est la rotonde, que vous voyez juste au premier plan. Et en fait, cette rotonde a joué un rôle important, puisque c'est là que se réunissaient les royalistes, en 1795, quand la pression policière s'est un petit peu relâchée, pour communiquer avec Marie-Thérèse de France, qui était la seule prisonnière à ce moment-là à l'intérieur du donjon. Et donc, ça a été les moyens de communiquer, enfin, on les arrivait à s'apercevoir, en fait, et donc, vous aviez là tout un groupe de royalistes qui a commencé à s'y installer dès l'année 94, et puis qui s'est manifesté vraiment sur l'année 95. Et là, hop, autre représentation, cette fois-ci au tout début de l'emprisonnement de la famille royale. Le donjon du Temple, donc le Temple était en fait la propriété du comte d'Artois, enfin plutôt de son fils, le duc d'Angoulême, qui était grand prieur de l'ordre de Malte. Et donc il y avait un palais 17e où résidait le comte d'Artois quand il venait à Paris. Et puis à côté de ça, il y avait le vieux donjon médiéval qui servait de logement à l'archiviste de l'ordre de Malte. Et c'est là que dans un premier temps, on va mettre la famille royale. Simplement, comme vous pouvez le constater, il est en mauvais état.
En fait, c'était très... les murs tombaient en ruine, parce que bien évidemment, ce n'était pas la partie qui était la mieux entretenue. Et donc, la première chose que va faire la Commune de Paris, c'est reconsolider les murs, rebâtir une partie des murs, et transformer, donc non pas la petite tour qui était où il y avait les logements de l'archiviste, mais en prison, mais la grosse tour qu'on va entièrement refaire avec des loquets, des guichets, pour y installer la famille royale. Et donc c'est dans cette tour que le jeune Louis XVII va passer le restant de ses jours, donc entre ils sont transférés le 13 août au soir, donc le 13 ou 14 août 1792, jusqu'au 8 juin 1795. Et donc cette vie au Temple est une vie qui connaît des drames successifs, hein, sur le plan matériel, dans un premier temps du vivant de Louis XVI. Les conditions matérielles ne sont pas affreuses, hein, ils sont bien nourris, ce qui est insupportable en fait, c'est la présence des municipaux qui les surveillent continuellement, mais matériellement, ils ne souffrent pas de manque quel qu'il soit. C'est plus tard que les choses vont s'aggraver. Pour le prince, le changement le plus important, puisque l'idée c'est la question dynastique, c'est le 21 janvier 1793. Le 21 janvier 1793, l'exécution de son père Louis XVI en fait le roi de France aux yeux des partisans de la royauté. C'est la vieille coutume, hein, donc, qui s'est mise en place progressivement dans la monarchie française depuis le XIVe siècle, hein, avec l'adage « le mort saisit le vif ». Et donc, le roi, l'héritier du roi de France, est roi à la mort de son père directement. Le sacre n'est plus censé faire le roi, encore une fois. Et pour les partisans de la royauté, il est incontestablement le roi. Personne ne dénie cette royauté, en dépit même du fait qu'il soit enfermé. Alors, ça n'est pas tout à fait le premier cas, il y a eu des rois de France prisonniers, au moins deux, Jean le Bon et François Ier. Là, simplement, les choses sont fort différentes, puisqu'il n'est pas prisonnier d'un roi étranger à l'issue d'une bataille, il est prisonnier de son peuple, le propre peuple, ou en tout cas d'une partie de son propre peuple, ce qui change tout de même singulièrement les choses. Donc c'est un cas tout à fait inédit, mais la loi de succession s'applique sans aucune contestation. La proclamation officielle de son règne est faite par son oncle Louis XVIII, enfin le futur Louis XVIII, pardon, il n'est pas encore justement, donc le comte de Provence, qui est à ce moment-là en émigration. Hein. Le comte de Provence a émigré, il a réussi sa fuite dans la nuit du 20 au 21 juin 1791, là où son frère a été arrêté à Varennes, lui a réussi à s'enfuir. Et donc il est à ce moment-là dans l'Empire, et donc le 23 janvier 1793, voilà l'extrait de sa proclamation. Donc Louis Stanislas Xavier de France, fils de France, oncle du roi, régent du royaume, à tous ceux qui s'y présentent verront salut. Donc on est bien dans une forme de lettre patente. Notre cher et très honoré souverain, seigneur roi, le roi Louis XVI du nom, étant mort le 21e du présent mois de janvier, sous le fer parricide que les féroces usurpateurs de l'autorité souveraine en France ont porté sur son auguste personne, nous déclarons que le dauphin Louis-Charles, né le 27e jour du mois de mars de l'année 1785, est roi de France et de Navarre sous le nom de Louis XVII, et que par le droit de notre naissance, ainsi que par les dispositions des lois fondamentales de ce royaume, nous sommes et serons régents de France durant la minorité du roi notre neveu et seigneur. C'est la déclaration, c'est l'acte de naissance du règne de Louis XVII. Et effectivement, le comte de Provence, comme prince du sang le plus proche, est tout à fait autorisé à faire cette déclaration. Alors, il va un petit peu vite en besogne, parce que depuis fort longtemps, en réalité, sur la question de la régence, il y a toujours une dispute entre la mère du roi et le premier prince du sang. Donc, en fait, on s'appuie sur les lois de Charles V, mais les lois de Charles V, en fait, donnent la régence aux deux, puisque c'est un conseil qui a la régence. Et donc, en fonction du temps, en fonction de la période, on a vu qu'en général, ce sont quand même les reines qui finissent par l'emporter, sauf dans le cas de Philippe d'Orléans, parce qu'il n'y avait plus de princesse. Mais là, de toute façon, Marie-Antoinette est elle-même emprisonnée, donc elle est empêchée. Et Marie-Antoinette, qui pourtant détestait son beau-frère, et pour autant qu'on sache, les rapports entre les deux n'étaient pas bons, va faire parvenir par des moyens
en fait très risqué pour le messager en question, elle réussit à lui faire parvenir un cachet aux fleurs de lys qui avait appartenu à Louis XVI et qui a été récupéré par Cléry au moment d'exécution de Louis XVI, qui l'a fait passer à un autre serviteur de la famille royale, et ils ont réussi à faire passer ça à la reine, et la reine à le faire repasser à Louis XVIII. Ce qui était en soi un exploit compte tenu de la surveillance qui était exercée sur la famille royale au Temple. Donc en tout cas, il n'y a pas de contestation sur le règne, et même pas sur le régent, qui est le premier prince du sang, donc le comte de Provence, alors en émigration. Alors ce qui est intéressant, c'est que du côté, intéressant et c'est peut-être le tragique de l'histoire finalement, du côté des révolutionnaires, du côté des républicains, on est tout aussi persuadé du fait que le fils de Louis XVI est bien reconnu roi par les royalistes. Eux non plus n'ont pas de doute en fait sur la filiation et sur ce qu'il incarne aux yeux des partisans de la monarchie. Le 26 février 1793, le député Jean-Bon Saint-André propose de voter une loi qui punirait de mort toute personne criant « Vive Louis XVII ». Alors la loi n'est pas votée parce qu'on lui fait remarquer que c'est redondant avec la loi du 4 décembre 1792 qui punit de mort toute personne souhaitant rétablir la royauté. Si on crie « Vive Louis XVII », on veut rétablir la royauté, il n'y a donc pas besoin d'une loi supplémentaire. Mais cela montre bien que d'emblée, l'enfant est politisé, c'est-à-dire qu'on sait qu'il est roi, et donc que pour les uns, il faut le défendre, et pour les autres, eh bien, il commence à poser un certain nombre de problèmes. On ne peut pas, pour les conventionnels, même si c'est un enfant, il n'est pas possible de le libérer parce qu'il a trop de partisans. C'est le nœud en fait du problème et du destin tragique de Louis XVII. Alors, pendant quelques mois, on a l'impression que la famille royale va quand même être libérée. Au début de l'année 93, il y a des bruits de tractation, des projets de tractation avec l'Autriche, l'idée étant de remettre Marie-Antoinette et ses enfants à l'Autriche et d'une certaine façon de se débarrasser ainsi du problème. Mais, étant donné que le contexte politique se dégrade très vite à compter du printemps 93, avec justement le début des révoltes en Vendée, entre autres, et un contexte international qui devient plus dur, l'idée est finalement abandonnée parce que les conventionnels ont peur de donner des armes supplémentaires à la contre-révolution et aux partisans du roi en libérant la famille royale. Donc on les garde au Temple. Reste le problème de ce jeune enfant qui est un roi et qu'il faut essayer de neutraliser sur le plan politique. Et c'est là que la Convention décide, au cours de l'été 1793, de le confier à un patriote qui est Antoine Simon. Alors, Antoine Simon, qui est arrivé là, alors le détail est peu connu, mais très vraisemblablement parce qu'il était proche de certains membres de la commune qui voulaient en fait garder un œil sur l'enfant roi à toutes fins utiles. Bon, bref, il y a tout un jeu de réseaux politiques qui nous échappe en partie parce qu'on n'a pas de source, mais dont on voit bien qu'on a été chercher ce personnage parce qu'il n'avait pas d'intelligence politique, parce qu'il était facilement manipulable, et c'est pour ça qu'on l'a choisi, et qu'il était aveuglément patriote. Il devait tout à la Révolution, il y croyait dur comme fer, il ne se posait aucune question, donc c'était l'homme de la situation. Et effectivement, Simon est un individu inculte, brutal, mais comme il est bon patriote, c'est à peu près tout ce qu'on lui demande. Et l'idée, c'est vraiment de séparer le jeune enfant de sa famille pour qu'il ne soit plus en contact avec les idées contre-révolutionnaires. Alors on a beaucoup glosé sur une notion de rééducation, etc. Alors en fait, il n'y a rien. C'est vraiment, il y a le mot instituteur, je crois, est prononcé une fois en tout et pour tout. En réalité, c'est vraiment une manière d'essayer de se débarrasser du problème, très clairement. Donc les choses ne se passent pas bien avec Simon. On en a, alors dans quelle proportion, bon je passe vite parce que c'est pas le centre de mon propos, en fait on a des témoignages qui disent qu'effectivement il le frappait, ça on en est à peu près sûr. Il n'a sans doute pas été, comment dire, ce n'est pas la pire période de sa maltraitance en réalité, aussi bizarre que ça puisse paraître, parce que Simon était brutal, incontestablement, mais manifestement sa femme, elle, traitait l'enfant plutôt bien. Et ça, par contre, sur le plan archivistique, on le sait parce qu'on sait qu'on lui a acheté un chien, on sait qu'on lui a acheté une volière pour qu'il ait des oiseaux pour s'occuper à côté. Et donc,
il y avait manifestement quand même au moins quelqu'un, et c'est dans le couple, et c'est sans doute en fait elle, qui cherchait à le traiter vraiment comme un enfant. Alors je passe sur le reste. En tout cas, effectivement, c'est une période difficile, mais la période la pire s'ouvre en fait au mois de janvier 1994, quand les Simon quittent le temple, parce qu'à ce moment-là, Simon devient membre du conseil général de la commune, il ne peut pas cumuler ses mandats, et donc il est obligé d'abandonner la garde de l'enfant. Et à ce moment-là, il n'a plus personne. C'est-à-dire que plus personne ne s'occupe de lui. On est en janvier 1994, l'accusation de royalisme vous conduit directement à la guillotine, j'en donnerai plusieurs exemples après. Personne n'a envie de se compromettre avec cet enfant. Donc il y a des municipaux qui gardent, en fait, donc ce sont les membres de la commune de Paris qui, à tour de rôle, viennent surveiller. Donc ce sont ni des geôliers, ni des soldats professionnels, ce sont des membres de la commune, donc des citoyens de Paris, qui gardent à tour de rôle les enfants dans la tour, hein, donc ils sont séparés, hein, Marie-Thérèse est en haut, le prince est en bas, et en fait, ils ne veulent plus risquer d'être accusés de quoi que ce soit, donc les municipaux se contentent de déposer les repas à l'entrée de la porte du jeune roi, et de lui retirer les repas. Et en fait, cet enfant, il est tout jeune, et par exemple, il ne pense pas à faire le ménage dans sa chambre, il ne pense pas à changer son âge, enfin bref. Donc, en fait, sa santé se détériore, et elle se détériore d'autant plus qu'il était vraisemblablement déjà atteint de la tuberculose. Ça, c'est pareil, on a des témoignages. Dès 1789, il y a dans l'entourage princier des gens qui disent « on a l'impression que l'expression c'est sa taille tourne », c'est-à-dire qu'il devient bossu. Et donc, son frère est mort de tuberculose osseuse, et en fait, lui, il meurt aussi de tuberculose osseuse. Sans doute était-ce héréditaire. Enfin, il y a quelque chose. Donc, en tout cas, et bien évidemment, dans des conditions pareilles, la maladie flambe, en fait. Elle fait des progrès absolument considérables. Au moment juste après Thermidor, donc au mois de juillet 1994, donc après la chute de Robespierre, alors qui pour le coup il était pour rien, disons que lui ne s'est jamais préoccupé des enfants du temple. Mais simplement c'est la détente qu'amène son exécution dans le paysage global du pays, provoque une amélioration. Donc désormais Louis XVII a un gardien qui va s'en occuper, qui va aérer sa chambre, qui va le traiter comme un enfant, qui s'occupe de lui, sauf que c'est trop tard à ce moment-là. La maladie a déjà fait des ravages et elle l'emporte donc le 8 juin 1795. En tout cas, on voit que ce qui a été la politique finale des conventionnels, après, bon, il y a eu des rebondissements que je vous passe, mais donc ça a été quand même de dire, finalement on ne s'en occupe pas, ou peu, ou le moins possible. C'est un enfant dont on ne sait pas vraiment quoi faire, parce qu'on ne veut pas donner d'armes aux royalistes en France. Et si on ne veut pas leur donner le prétexte, un prétexte pour se renforcer, c'est parce que Louis XVII a effectivement un certain nombre de sujets, en tout cas de gens qui, en dépit du gouvernement républicain, continuent à se reconnaître comme les sujets du roi. Ils sont nombreux, ils sont dispersés, mais ils sont dispersés, et surtout, je vous remettrai ça après, il n'est pas toujours facile de les voir dans le paysage politique de la période. Alors, je ne vais pas faire ici une histoire des royalistes. On y passerait beaucoup trop de temps, ce serait au moins un exposé complet. Mais ce qui m'intéresse, c'est justement de voir disons que les preuves j'allais dire de piété, oui c'est un petit peu ça, de piété royale à l'égard de l'enfant roi, c'est-à-dire les manifestations concrètes de ce règne de Louis XVII parmi les royalistes. Et d'abord, effectivement, parmi les combattants. Donc les combattants, ceux qui se battent au nom de Louis XVII, ceux pour qui il est un motif pour mourir, en fait, pour mourir au combat. On ne peut quand même pas aller beaucoup plus loin dans la dévotion à quelqu'un. Donc, il y a le cas, je prends les choses dans l'ordre chronologique, les premiers, en fait, à prendre des armes, ce sont ceux qui émigrent et qui vont rejoindre les armées de Condé. Condé, donc le prince de Condé, a émigré dès le mois de juillet 1789, en désaccord avec l'évolution politique. Il s'installe ensuite sur le Rhin et il est à la tête, donc on va parler d'abord de l'armée des princes. Bon, alors effectivement, Artois et Provence sont là aussi, mais c'est quand même Condé qui est le seul vrai militaire de la famille, en réalité. Donc,
Et puis ensuite l'armée de Condé quand il rentre donc au service, à un moment enfin rentre au service, c'est-à-dire qu'il sert aux côtés des troupes de l'Empire ou à un moment même de la Russie. Condé est le grand maître de France. Et le grand maître de France à la cour, c'est celui qui normalement proclame les nouveaux règnes, en se présentant au-dessus du tombeau du roi décédé. C'est celui qui, au-dessus du tombeau du roi décédé, prononce les paroles rituelles qui sont « Le roi est mort, vive le roi ». Donc normalement, c'est lui qui aurait dû annoncer, inaugurer le règne de Louis XVII. Alors bien évidemment, il ne peut pas le faire, il ne peut surtout pas le faire à Saint-Denis, sur le tombeau de Louis XVI qui n'en a pas à ce moment-là. Donc il le fait alors qu'il est sur non loin du Rhin, à Villingen, et il prononce ces paroles symboliquement devant les émigrés qui sont venus là pour se battre à ses côtés pour reconquérir le trône. Et il fait un discours un peu plus tardif, donc au mois de juin 1795, quelques jours après la proclamation du comte de Provence, qui se termine par la formule « Le roi est mort, vive le roi ». Et donc ces hommes, effectivement, risquent leur vie à tous égards, puisque même quand ils ont le malheur de rentrer, ils sont par la loi prise par la Convention en 80... Alors là, j'ai un doute, du coup, c'est 92 ou 93. Donc en tout cas, c'est... peu importe ici, immédiatement. Donc en fait, ils sont automatiquement condamnés à mort. Hein, les émigrés rentrés sont condamnés à mort. Et donc on a l'exemple de ce lieutenant de l'armée des princes qui s'appelait Jean Constantin Buté, qui est effectivement rentré après les premières défaites subies par l'armée des princes, qui rentre, pensait-il, momentanément en France, qui se fait capturer, et donc qui est condamné par le tribunal révolutionnaire de Paris à mort au mois de septembre 93. Et au moment où il est condamné à mort, il a quand même cette parole devant les juges où il dit « Peuple souverain, je meurs content, puisque Louis XVII régnera bientôt sur les Français. » Et on dit que sur le chemin qui conduit à la guillotine, il n'a eu de cesse de crier « Vive le roi, à bas la République !» Bon. Alors bien évidemment, parmi les combattants, vous avez ensuite tous ceux qui s'insurgent contre la Convention en France même, et là je pense que vous en savez encore plus long que moi, assurément. Avec, je dirais, donc, des premières manifestations dès le mois d'août 1792, des royalistes s'organisent un peu partout, donc en Bretagne, dans le centre de la France. Donc on a déjà un frémissement, mais l'explosion, si j'ose dire, vient vraiment effectivement du printemps 93, hein, avec les circonstances pour la Vendée de la levée des 300 000 hommes, mais c'est vrai, la levée en masse, en fait, vient souffler sur les braises, hein, et donc lance les insurrections royalistes un peu partout dans le pays. Donc, au cours de l'année 93, hein, se révoltent bien évidemment les Vendéens, les Chouans en Bretagne, les habitants d'une partie du centre de la France, notamment en Lozère, et aussi le Midi. Donc il y a quand même beaucoup de régions qui sont insurgées au nom du roi. Et là, dans la matérialité, à chaque fois que ces insurgés s'emparent d'un lieu, ils y proclament Louis XVII. Il y a une espèce d'officialisation de la prise de la place par la proclamation du nom du roi. Donc, parmi les villes prises au tout début des guerres de Vendée, il y a Machecoul, qui a été prise, donc, et qui est prise quand René Souchu instaure son comité royal, il le fait bien au nom de Louis XVII. Donc, et c'est partout pareil. Quand on essaie d'unifier le territoire contrôlé par les Vendéens et qu'il y a un gouverneur général qui est nommé, qui est Donissan, Donissan prend ce titre au nom du roi Louis XVII. Et il est censé en fait reprendre le rôle des gouverneurs des provinces dans ces régimes. Alors ça a été bien évidemment infiniment plus compliqué, mais on voit bien cette idée, en fait, à chaque fois, d'instaurer une légalité royale au nom de Louis XVII qui se substitue à la légalité républicaine. On le retrouve ensuite à Toulon aussi, on a le même phénomène, où Louis XVII est proclamé roi à Toulon dans la nuit du 23 au 24 août 1793. En plein cœur du siège, on proclame Louis XVII comme roi à Toulon. Donc ce qui veut dire que toutes ces autorités qui s'installent ensuite émettent des actes qui sont toujours de par le roi et datés de l'année du règne du roi. Donc la première année,
en 93, la deuxième année en 94, en 95, troisième, bon, etc. Alors là, vous avez un exemple qui a été pris donc, au nord ici, si ma géographie de la région ne me trompe pas, puisque ce sont donc tous les habitants de la paroisse de Beaupréau qui doivent se mobiliser. Beaupron, on dit. Merci. Oui, je ne suis pas de la région, donc effectivement. Donc Beaupro qui sont mobilisés. Et vous voyez bien, quand même, le deux par le roi, c'est vraiment ce qui saute le plus aux yeux. Donc c'est l'ordre de mobilisation. Et vous voyez quand même porté sur le document, c'est raturé en fonction du lieu où on doit se retrouver, de la date à laquelle on doit se retrouver. On retrouve la même chose en Lozère. En Lozère, c'est le notaire Charrier qui soulève la Lozère au nom de Louis XVII et il lance lui aussi un ordre de mobilisation au nom du roi. Donc il commence ainsi, c'est de par le roi et Monseigneur le Régent de France, il est ordonné aux officiers municipaux et militaires de la commune de convoquer sur le champ tous les habitants de 16 à 50 ans, de leur ordonner de la part du roi de se joindre armés sans délai au détachement de l'armée chrétienne et royale du Midi. Donc ce sont exactement les phénomènes qu'on rencontre partout. Mon Charrier n'a pas été complètement isolé, il a fini par se rendre un petit peu plus tard, donc au début du mois de juin 1793, il s'est rendu pour éviter que ces hommes ne soient tués. Donc il s'est sacrifié pour éviter qu'il n'y ait un bain de sang, ce qu'il redoutait compte tenu des circonstances. Donc il y a beaucoup de documents qui sont émis au nom du roi. En Vendée, il y a des passeports. On circule avec des passeports qui sont émis par les autorités royalistes au nom du roi. C'est un sauf-conduit qui permet de circuler au sein des régions, des paroisses dominées par les royalistes. On a aussi des assignats qui sont... pardon, là je suis revenue en arrière, ce qui n'était pas le but. Hop. Donc là, c'est l'armée catholique et royale de Bretagne, donc des assignats qui circulent donc pour la Vendée plutôt sur la fin de l'année 93. En Bretagne, l'année suivante, il me semble qu'il y a eu une nouvelle tentative en 95 dans une des... Je ne sais plus quel chef, peut-être que vous me le direz tout à l'heure, qui a réédité des assignats aussi. C'est pas Charette, vous c'est Charette. Charette a réédité des assignats. C'est Stofflet qui a refait des assignats en 95. Donc voilà, on a aussi tous. Donc là encore, c'est donc la monnaie qui est sur le symbole, qui est une prérogative régalienne. Donc l'idée, c'est vraiment à chaque fois, on marque, on rappelle qui est le souverain de ces régions, et c'est extrêmement important. Et puis, à côté de tous ces objets qui sont en quelque sorte la preuve d'un gouvernement royal, à proprement parler, vous avez aussi des objets plus de dévotion personnelle qu'on va rencontrer aussi. Et donc là, vous avez ce scapulaire, qui est un scapulaire, donc Dieu le roi, vive Louis XVII, roi de France. Donc il est porté, pour le coup, par l'armée catholique et royale de Bretagne avec certitude. Je ne sais pas exactement jusqu'où il a circulé. Bon, le problème des objets, c'est que déjà on en a très peu, beaucoup ont été détruits, et difficile de savoir où ça circulait. Mais là, effectivement, c'est une preuve d'attachement en fait à la figure du roi lui-même, donc au jeune prince qu'on porte sur soi en signe d'attachement et de vénération. Alors, il y a tous ces combattants qu'on connaît quand même, qu'on arrive à identifier, même s'il y a quand même souvent bien des pans qui restent obscurs, même dans ces histoires pour lesquelles on a relativement... on a un certain nombre de sources, en tout cas. Ensuite, vous avez tous ceux qui sont royalistes sans qu'on les connaisse, en réalité. Ceux qui ne combattent pas, ceux qui attendent que les choses changent. Et ces gens-là, en fait, on ne les voit que quand ils sont traînés devant les tribunaux. Donc nous, historiens, on ne les voit pas autrement. Donc il est difficile de savoir combien ils étaient, où ils étaient exactement. On les voit surgir sporadiquement dans nos sources. Alors certains sont mieux identifiés que d'autres. Par exemple, tous ceux qui à un moment donné ont accepté d'aider la famille royale à leurs risques et périls. Alors j'exclus ceux qui appartenaient aux maisons royales avant
la Révolution qui sont restés fidèles. Pour moi, c'est encore un cas un tout petit peu à part. Mais des gens qui se décident à servir les souverains au temple, notamment, à un moment où ça va leur coûter la vie, alors qu'ils n'y étaient pas attachés spécifiquement auparavant. Donc vous avez le cas de Toulon, qui était un libraire, qui initialement était plutôt un patriote, mais qui, au contact de la famille royale au temple, devient royaliste, et qui va prendre énormément de risques pour essayer d'informer la famille royale de ce qui se passe à l'extérieur, pour faire passer des messages. Et en fait, tout ce rôle qu'il a accepté finit par lui valoir la guillotine au mois de juin 1794. Et on en a beaucoup d'autres, en fait, de ces royalistes que j'appelle un peu les royalistes de l'ombre, qu'on connaît sur le chemin de la guillotine. Donc il y a par exemple deux femmes, Madeleine Virol et Félicité Mélanie Enouf, qui passent devant le tribunal révolutionnaire à Paris au printemps 1994 parce qu'elles ont écrit une pièce en l'honneur de Louis XVII qui dénigrait la Convention. Alors pièce qui n'a pas été publiée mais qui a peut-être circulé dans le voisinage, en tout cas manifestement circulé imprudemment, et qui a valu à ces deux femmes de se retrouver devant le tribunal révolutionnaire. Elles n'ont pas retiré leur opinion monarchiste, elles l'ont affirmée haut et fort, et donc elles ont été envoyées à la guillotine. On peut encore citer le cas du menuisier Pierre Vigerie, à peu près à la même période, qui est arrêté à Paris d'abord parce qu'il possédait un Nouveau Testament et que manifestement il faisait preuve d'un zèle catholique un petit peu trop apparent aux yeux des révolutionnaires qui y voyaient un geste de mauvais citoyen. Et donc, il passe lui aussi à la guillotine. Donc on voit que chez tous ces gens, le royalisme est présent, mais discret, il se manifeste peu, et malheureusement, quand il se manifeste, il les perd. Et donc c'est intéressant de voir en fait qu'il y avait finalement beaucoup de gens qui croyaient à ce règne, et pour lesquels finalement la mort du prince n'a pas été simplement un épiphénomène, c'était quelque chose qui les touchait dans leurs opinions, dans leurs croyances même politiques. D'autant que les circonstances de sa disparition sont particulièrement tragiques, et qu'à dire vrai, son oncle, le comte de Provence, ne remporte pas vraiment tous les suffrages. C'est quelqu'un qui divise beaucoup, pour des raisons très diverses, l'ensemble de ces royalistes. Dernière chose, je ne m'attarde pas parce que je ne voudrais pas être trop longue. En fait, j'ai cité quelques cas, il faut bien voir que dans tous ces gens qui sont royalistes, on est royalistes de manière très différente. Tout le monde ne met pas exactement la même chose, là encore, derrière le règne de Louis XVII. À Toulon, quand Louis XVII est proclamé roi, il est proclamé roi des Français, et pas roi de France. Donc les Toulonnais se sont mis d'accord pour une monarchie constitutionnelle, ce qui n'est pas le cas des Vendéens. Alors après, sans doute avec des nuances, puisque manifestement Charette a été accusé par certains, vilipendé par les plus purs des immigrés, alors avec beaucoup de guillemets, d'être trop proche des constitutionnels, bon, vous voyez. Donc du coup, en tout cas, il faut bien garder à l'idée qu'effectivement, justement comme cet enfant, il a été en prison, c'était l'innocence même à tous égards et l'innocence martyrisée, finalement, le règne qui devait advenir, on pouvait mettre beaucoup de choses derrière ce règne, des choses en réalité extrêmement différentes les unes des autres. Alors, je voudrais justement venir sur une partie de ces images. Je vois qu'il est déjà 16h30. Vous m'octroyez encore combien de temps pour... j'essaie de... Je peux avoir une grosse dizaine de minutes, c'est bien ? 10 minutes. Ok, parfait. Donc... pour faire un petit peu le tour de toutes ces représentations en majesté. Parce que pour tous ces royalistes, Louis XVII, on ne le connaissait pas. Louis XVII n'apparaissait pas. Le temple était une prison complètement close, d'où rien ne sortait. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de nouvelles de ce qui s'y passait. Donc, en fait, il était important d'avoir une iconographie, une imagerie à laquelle on pouvait se rattacher. Et parmi les images de Louis XVII, un certain nombre le représentent véritablement en majesté, c'est-à-dire avec le costume de sacre traditionnel des rois de France. Alors traditionnel, donc, en tout cas dans la tradition du grand portrait officiel du sacre,
telle qu'on l'a vue pour Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Et donc voilà plusieurs types, on voit plusieurs types de ces images. Donc je chronomètre très soigneusement. Donc ce sont des estampes qui, on les connaît déjà, ces images, essentiellement par l'estampes, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a jamais eu de tableau derrière, mais le tableau ne nous est pas forcément parvenu aujourd'hui. Ce sont ensuite, pour la plupart, des images qui ont été gravées à l'étranger, et beaucoup en Angleterre. Beaucoup en Angleterre, un peu en Allemagne, un peu en Italie. Alors, et plus rare en France. Alors, je reviendrai sur le cas français parce que ça pose quelques problèmes de datation et de circulation. En tout cas, si elles sont gravées à l'étranger, c'est parce que la Révolution française passionnait l'Europe. Et que beaucoup d'Italiens, de Britanniques, d'Allemands s'intéressaient au sort de la famille royale. D'où la publication de ces portraits qui étaient d'abord destinés à un public local. Ensuite, aux émigrés qui achetaient ces portraits. La question se pose, dans Dernier Ressort, de savoir dans quelle mesure ces images circulaient en France. Là, c'est beaucoup plus compliqué, parce qu'on ne sait pas, parce que si elles ont circulé, c'était vraiment aux risques et périls des gens qui les ont fait circuler. Le principal producteur d'estampes contre-révolutionnaires, qui était Michel Weber, a été guillotiné au printemps 1794. Donc le sort de celui qui revendait ça était très très clair. Bon. Donc on ne sait pas, elles ont existé, on en a un nombre relativement important. Mais il y en a plusieurs exemplaires, donc ça veut dire que ça a circulé à l'extérieur des frontières, certainement, à l'intérieur, peut-être. Alors voilà le premier type, qui est ce type de Louis XVI. Donc il a été créé en Angleterre, la première estampe, est due à un peintre sans doute émigré qui s'appelle Mieri, et qui a été gravé en Angleterre, puis gravé, là c'est la version allemande de ce portrait. Là, une variation sur le même thème, britannique. Alors, vous voyez, alors, je ne sais pas d'ailleurs comment il prononçait, de dauphin. Donc, c'est toujours cette idée que comme il n'a pas été sacré, il n'est pas complètement roi, reprise par les Britanniques. Et vous voyez que là, il est représenté sans couronne. Mais c'est bien exactement le même type. Là, ce portrait intéressant qui est dans les collections du roi Charles III aujourd'hui. Alors le peintre est anonyme, mais on sait que la peinture date bien alors quelque part entre 93 et 95, assurément, et on en a un certain nombre de reproductions en estampes. Ici. Donc là, Louis XVII, roi de France et de Navarre, donc la lettre est bien en français. Alors cette version-là est britannique, mais on en a une version, il en existe aussi une version italienne qui a été distribuée en Italie le jour de la Saint-Louis 1793. Il y a eu en fait une grand-messe qui a été dite en présence de Mesdames Tantes à Saint-Louis des Français à Rome, et on sait qu'on a distribué cette estampe. Donc elle a circulé aussi parmi les immigrés. Là, c'est un type original. Alors c'est une très belle estampe, très soignée d'un artiste qui est allemand, Heidelhoff, mais qui devait travailler en Angleterre à ce moment-là, et qui la dédie au prince régent. Donc au prince régent, fils de Georges III, futur Georges IV, roi d'Angleterre, qui était un ardent contre-révolutionnaire, ce sera un proche ensuite de Louis XVIII, et donc cette belle estampe lui est dédiée. Donc ça, alors c'est pas tout à fait le canon français dans la représentation de Louis XVII roi. C'est une espèce de mélange entre la tradition française et les traditions britanniques et allemandes. Donc ça, c'est une autre image qui a circulé en Angleterre et qui a peut-être circulé en France, parce qu'on en a cette variante. Alors, la reproduction n'est pas extraordinaire. En fait, c'est quand la version numérique sur le site, donc elle est aussi dans les collections royales britanniques. La version sur le site, ils font exprès de la pixeliser un petit peu pour pas qu'on puisse l'utiliser. Donc tout la médiocre, voilà, mais ça permet d'avoir une idée. Et là, donc c'est la lettre, c'est Louis XVI martyr apparaît à Louis XVII, son fils, roi de France et de Navarre. Et donc vous voyez Louis XVI qui porte l'auréole. Donc là, alors il n'y a aucune
voilà, on est très clair en fait dans la version de Louis XVI martyr. Et puis en dessous, vous avez son testament, donc le testament de Louis XVI, qui appelle au pardon des Français s'il a le malheur d'être roi. C'est intéressant cette formule de Louis XVI, s'il a le malheur d'être roi. Ceci qui interroge, hein, c'est parce que d'une certaine façon, il l'est nécessairement, mais voilà, on ne sait pas s'il va régner. Et puis, en dessous, la lettre porte une dédicace aux armées catholiques et royales de Vendée et de Bretagne. Et si vous regardez dans le coin, je ne sais pas si c'est visible pour vous, vous voyez les chats-huants, donc qui est le symbole des chouans, qui a été répandu par le comte de Puisay à la fin de l'année 94. Et donc ça laisse, et puis vous avez aussi la devise en fait, la devise des chouans qui est gravée au-dessus, une Robur Sapiens Lilia Reflorescens, semble-t-il, Reflorescens, pardon. Et donc très certainement c'est une gravure qui a été commandée dans l'entourage du comte de Puisay. Alors, est-ce qu'elle a été ensuite emmenée en France au moment de Quiberon? Alors dans ce cas-là, elle a dû tomber à l'eau au sens pratiquement littéral du terme. Bon, on ne sait pas. Mais on voit bien qu'il y a cette idée, en tout cas, de propager une image royale de Louis XVII au plus fort de la Révolution, qui puisse en quelque sorte, là aussi, fixer une espèce de cadre, fixer l'image de ce roi empêché qui ne peut pas régner. Mais le roi est toujours là. Et pour les royalistes, il est important de savoir que le roi est toujours là. Alors, je vais terminer avec deux dernières estampes qui me posent un problème de datation parce que les épreuves que je vous montre datent de la Restauration. Alors, elles datent de la Restauration, mais avec un motif. Donc, vous voyez, donc il est bien en costume de sacre, 17, mais il est en prière. Alors là, dans un décor complètement imaginé, qui est peut-être une chapelle, on ne sait pas exactement. Et dans le même genre, il y a cette estampe qui a été peinte par Pierre Chasselas. Donc Chasselas meurt de toute façon en 1814, donc on est à peu près sûr que elle a été inventée avant. Et donc vous voyez là, pareil, ce Louis XVII en prière, avec la corne d'abondance ici et l'arc-en-ciel qui annonce les bienfaits que l'on attend de son règne en fait. Donc il y a une symbolique vraiment portée vers l'espoir. Et à chaque fois vous avez sa sœur en regard. Donc il y a le frère et la sœur en pendant. Et ça c'est typiquement un objet contre-révolutionnaire qui est de 93. Enfin ça date en fait, le motif date de 93. On en a des épreuves de la Restauration. Donc est-ce qu'à ce moment-là on s'est amusé à faire des retirages, à faire des recréations? Alors celle-ci, moi je suis pratiquement sûre qu'elle a dû circuler en 93. L'autre, vu le type, j'ai un petit peu plus de doute. Bon, de toute façon, voilà, on ne peut pas le savoir avec certitude. Mais en tout cas, ce qui me semblait important, et pour clore ce propos, c'était justement d'essayer de montrer, donc assez brièvement, comment cette royauté a pu se manifester. Donc c'est une royauté de fait qui découle des lois dynastiques françaises, mais qui se matérialise parce que Louis XVII a eu des partisans qui ont instauré une autorité en son nom, avec des documents en son nom, et puis des artistes qui ont créé aussi une image de ce roi pour, en quelque sorte, fixer les traits de ce règne de Louis XVII. Eh bien, je vous remercie de votre attention. Je pense que j'ai tenu ma dizaine de minutes. Très bien, merci infiniment. Je vais oui. Aller en tout cas, même si ce sont des sujets sensibles, j'aime voir qu'il y a une certaine controverse à la Chabotterie, et ça fait plaisir. Donc c'est une bonne chose. Voilà, merci infiniment pour tout ça, pour ce voyage et d'être venu nous dispenser toute cette période. Si vous pouvez juste nous parler très rapidement de Louis XVII et de l'exil du monarque. Ah oui, alors, oui,
je vais être très très rapide parce qu'il ne faut pas non plus qu'on... Donc bon, le Louis XVII, donc c'est une biographie de Louis XVII, mais qui prend aussi en compte, je refais un point sur la question des différents courants survivantistes. Donc voilà, il y a la vie du prince et puis et ensuite toute l'histoire et la légende au-delà de sa mort, en tout cas une partie. Et puis l'exil des monarques, c'est un ouvrage que j'ai dirigé par différents historiens qui traitent en fait des différents monarques en exil entre Louis XVIII et le comte de Paris au XXe siècle. Donc l'idée étant de revenir sur cette longue histoire des monarques exilés et sur leur combat politique en insistant là encore sur l'idée qu'ils ont... ça n'est pas simplement une anecdote que cet exil des monarques, ça a été aussi un combat politique et c'est sur ce combat politique qu'en fait ce livre insiste. Voilà.